أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. But if you say, Ya Qawmi, there is something in al-Qawm that is coming from the heart, not coming from the mind. That you belong to this society. And when you belong, this is what you find in the Quran, al-birr, which is a kind of affection towards people. Today, for example, it's important to show solidarity with all the people who are suffering and facing natural catastrophes and suffering oppression. We are not distinguishing between Muslims and non-Muslims when the people are victims. A victim is a victim beyond her or his religious affiliation. We are on the side of the poor, we are on the side of the oppressed, because this is the way the Prophet ﷺ was. If you touch one of the people who are under my protection, it could be a Jew or it could be a Christian, I will come with an army to protect him or her. This is the way the Prophet ﷺ was. Chargé de cours à l'Université de Maurice, les éducateurs, chers amis étudiants et distingués invités. Je vous salue tous cet après-midi par la salutation islamique. Assalamu alaikum. La Campus Culture Society a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Tariq Ramadan, à qui nous lui souhaitons la bienvenue. D'abord, qui est Tariq Ramadan? Tariq Ramadan est un islamologue, théologien, professeur et universitaire à l'université d'Oxford, suisse d'origine égyptienne. Mais il n'y a pas de meilleure description du professeur qu'à travers ses propres écrits. Sur ce, pour mieux nous éclaircir sur le sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur scène l'éminent intellectuel, l'islamologue, l'écrivain, le théologien, le professeur Tariq Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est avec un plaisir particulier que je reviens en ces lieux que j'ai visités à plusieurs reprises. L'université ici m'avait accueilli d'ailleurs lors de la première visite il y a 18 ans. Je crois que c'était dans cette même salle. Non, j'en suis sûr en fait. C'était dans cette même salle. Et nous avions eu un débat, puis par la suite j'ai pu venir à la rencontre des étudiantes et des étudiants ici, dans cette même salle. Et c'est avec un plaisir particulier que, après l'introduction de Haider, je prends la parole en ajoutant une petite précision à tous ces titres qu'on vous dit, les intellectuels, les sans intellectuels, tout ça, il faut laisser tomber, ça ne veut rien dire du tout. C'est des magazines qui font ça chaque année et ils savent que lorsqu'ils font ce numéro, c'est là où ils vendent le plus, donc c'est du marketing. Donc c'est simplement que certains intellectuels sont utilisés pour faire un peu de marketing, sans le vouloir d'ailleurs, c'est involontaire. On vous caresse dans le sens du poil et on fait de l'argent. Ça c'est pour une chose. Et l'autre chose, je précise également que mon engagement en Angleterre, après les événements du 7 juillet 2005,
avait été de participer à une task force qu'avait effectivement établie Tony Blair, mais dans laquelle, avant de m'engager, j'avais posé la condition de pouvoir être indépendant intellectuellement. Et depuis l'intérieur, j'avais été extrêmement critique par rapport à... J'avais condamné les événements, bien sûr, et les actions de ceux qui avaient commis le 7 juillet, comme auparavant le 11 septembre aux États-Unis. Mais j'avais pris des positions, que je continue d'ailleurs à prendre, très très dures à l'endroit du gouvernement. Je ne suis pas loin de penser d'ailleurs, mais réellement et profondément, qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques et d'anciens premiers ministres ou de présidents que l'histoire devrait juger et qui devraient passer par les tribunaux internationaux. Il n'est pas normal, au bout du compte, que seuls ceux qui viennent des pays du Sud en Afrique ou en Europe de l'Est passent par les tribunaux internationaux et que vous ayez des personnes comme George W. Bush ou Tony Blair qui ont décidé à leur bureau de mener des guerres contre des civils qui ont provoqué jusqu'à 500 000 morts et qu'ils ne soient pas jugés ni par les hommes ni par l'histoire. Et d'ailleurs, s'ils ne le sont pas par les hommes, ils le seront par l'histoire. Et pour ceux qui sont croyants, ils savent même qu'au-delà de l'histoire, il y a un jugement qui jugera de ce que les hommes n'auront pas pu juger. Donc, non. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de tradition musulmane, j'ai une fatwa personnelle qui est une opinion légale qui consiste à dire que les applaudissements sont interdits. C'est comme ça. Et ça veut dire que si vous aimez bien quelque chose, eh bien vous le méditez. Si vous ne l'aimez pas, vous ne sifflez pas. Et dans les deux cas, vous réfléchissez. Donc, à partir de là, le sujet qui a été choisi pour nous est un sujet qu'il faut aborder au niveau universitaire, qu'il faut aborder dans une salle où majoritairement vous êtes des étudiants, mais vous ne l'êtes pas exclusivement. Et si vous ne l'êtes pas en fonction et si vous ne l'êtes pas en titre et en statut, c'est-à-dire si vous n'êtes pas étudiant inscrit dans une université, il reste que la vie fait de nous des étudiants à vie. C'est-à-dire que même si on passe de l'autre côté de l'institution et qu'on devient professeur ou enseignant ou autre, on reste des étudiants à vie. Et c'est comme ça qu'il faut concevoir la vie. Et même si on est sorti du cadre scolaire, même si on travaille dans n'importe quelle institution, dans n'importe quelle entreprise, à n'importe quel niveau, ce qu'il faut demeurer conscient que nous sommes, c'est des femmes et des hommes qui sont des étudiants, au sens où toute notre vie est fondée sur l'acquisition de la connaissance. Et le sujet d'aujourd'hui est celui de l'éducation et la contribution que cette éducation a à pourvoir et dans quel sens elle peut pourvoir cette éducation, la société dans laquelle nous vivons. Un premier élément à titre d'introduction, c'est que il faut nous mettre d'accord sur ce que nous entendons par l'éducation, différemment de l'instruction et complément de l'instruction. En général, quand vous entrez à l'école, quand vous entrez dans l'institution scolaire, vous êtes dans une institution qui a pour fonction de vous transmettre des connaissances, et c'est ce qu'on appelle en français l'instruction, ce qu'on appelle en arabe el-ta'alim, c'est-à-dire on transmet de la connaissance. L'éducation, c'est plus que cela, c'est transmettre de la connaissance, c'est former un comportement. L'éducation en général est donnée aux parents, l'instruction est donnée à l'institution scolaire. Mais vous le savez aujourd'hui, ces catégories sont obsolètes, elles sont caduques. L'institution scolaire a aujourd'hui pour fonction également de pourvoir à l'éducation d'un certain nombre de ses élèves, comme d'ailleurs l'université. Et la famille, parfois, elle doit toujours pourvoir à l'éducation. Parfois, elle accompagne l'instruction et parfois, les difficultés sociales font que l'éducation, la formation du comportement est extrêmement difficile. Donc, les anciennes catégories de l'école s'occupe de l'instruction, la famille s'occupe de l'éducation ne fonctionnent plus de la sorte et il faut aujourd'hui des partenariats. Toute école
toute institution scolaire qui se respecte doit établir de façon systématique et de façon structurée des relations avec le cadre parental. Il faut impliquer les parents dans l'instruction, impliquer l'école dans l'éducation, et il faut qu'il y ait des partenariats et des complémentarités. Ça, c'est pour tout le processus scolaire. Et quand on vient à l'université, quand on vient au niveau de l'université, aux études supérieures, en passant par les études secondaires, eh bien, on s'aperçoit également que la relation, cette fois-ci, n'est pas forcément entre la cellule familiale, mais entre l'institution scolaire et le cadre social. C'est-à-dire que plus l'enfant grandit en âge et passe de l'âge de l'école primaire à l'école secondaire, à l'école qu'on appelle parfois chez vous tertiaire, et ça veut dire à l'université, l'institution d'enseignement supérieur, eh bien, plus les jeunes et plus l'étudiant grandit en âge, grandit en conscience, plus la relation de l'institution scolaire doit s'élargir du cadre familial à l'environnement social. Une université qui se respecte est une université qui tient en compte et qui tient compte des réalités sociales où sont formés les étudiants qui vont sortir de l'institution. Et donc, il y a systématiquement un lien entre l'université et la cité, l'école et la famille. Il faut que l'on ait une vision complémentaire parce que cette vision complémentaire, elle va permettre de répondre à la question qui est la nôtre aujourd'hui. En quoi une université, en quoi une institution scolaire doit contribuer au bien-être et à l'évolution sociale. Et pas forcément de la façon dont on le croit, parce qu'il y a deux réponses à cela. C'est d'avoir une école qui s'adapte à la société ou avoir une école qui pense la société. Avoir une université qui produit des citoyens dont la société a besoin ou penser à une université qui produit des citoyens qui pensent la société, non pas dans la façon dont on a besoin, mais dans la façon dont on l'espère. C'est-à-dire des citoyens agents de changement et non pas des citoyens utilitaires à l'état de la société. Et ça, c'est deux choses qui sont différentes. Beaucoup d'entre vous sont en train de penser à obtenir des diplômes de façon totalement utilitaire. Leur question, c'est quand est-ce que je finis et qu'est-ce que ça rapporte? Ça, ce sont des instruits utiles, mais auto-utiles, et même parfois socialement utilisés. Ce n'est pas de cela dont je parle d'étudiants qui peuvent obtenir des diplômes et qui deviennent socialement utiles, c'est-à-dire agents de changement et non pas simplement agents utilitaires ou utilisés. Ces questions sont importantes parce que ça pose toute la relation entre la société et l'université et qui pose une question fondamentale dans l'éducation qui est finalement partout ici, c'est pourquoi éduquons-nous? Pourquoi instruisons-nous? Et pour chacune et chacun d'entre vous ici, adultes ou jeunes étudiants, pourquoi vous formez-vous? Quelle est, au fond, la finalité de votre cursus scolaire et académique? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Qui avez-vous envie d'être? Puisque ce qui est clair, c'est que l'instruction, l'éducation et l'université pourvoient chacune et chacun en formation, en éducation, en titre et en statut. Vous le savez, l'université a à l'intérieur toute une série de statuts qui sont offerts à ceux qui y travaillent, les enseignants qui deviennent, ensuite vous avez toute la hiérarchie académique, mais vous avez également dans l'institution scolaire cette même réalité. Et donc toute la question qui se pose à nous au départ de cette réflexion, c'est de penser l'éducation et l'instruction, je le répète, comme complémentaires, de penser maintenant les sphères de la cellule familiale et de l'environnement social comme complémentaires à l'instruction et à l'éducation des institutions, ajouter à cela de se poser la question, c'est
quel type de relation voulons-nous entre ces sphères complémentaires? Des étudiants ou des élèves qui vont devenir utiles à la société de la façon dont elle fonctionne, ou des élèves et des étudiants qui vont être utiles à la façon dont la société devrait fonctionner et non pas est en train de fonctionner. Dans un cas, on est utilitaire et utilisé, dans l'autre cas, on est autonome et agent de changement. C'est donc une question importante que celle qui se pose à chacune et à chacun d'entre vous, c'est comment envisagez-vous votre accession par l'éducation au statut social, au diplôme, et qu'est-ce que vous allez en faire? Ayant dit cela, et ayant posé cette question-là, je vais rentrer directement dans le cœur de ce que je peux imaginer moi-même comme étant l'orientation idéale. Il y a quelques années de cela, lorsque j'étais professeur en Europe, on m'avait fait une proposition qui était particulièrement intéressante pour moi. C'était dans la cité et la ville néerlandaise de Rotterdam. On m'avait dit et on m'avait proposé de faire un double travail. Comme professeur d'université invité, on m'avait dit et on m'avait proposé d'enseigner la citoyenneté et la diversité, un sujet que vous connaissez, un sujet qui est aussi très lié à la réalité mauricienne. Et d'un autre côté, on m'avait demandé au niveau de la municipalité, c'est-à-dire à l'autorité publique locale, de travailler comme une référence, comme un conseiller pour toutes les affaires qui concernaient la citoyenneté et la diversité. Et qu'est-ce qui était tout à fait intéressant pour moi, et c'est uniquement pour cela que j'ai accepté cette position, c'est qu'on me permettait de travailler à l'université dans le cadre académique et dans la cité, dans le cadre social et politique, et de faire le lien entre ces deux univers. Et c'est-à-dire enseigner à des étudiants ces réflexions sur la citoyenneté et la diversité et travailler avec des acteurs politiques, travailler avec des enseignants, travailler avec des entrepreneurs sur qu'est-ce que cela veut dire localement de penser la diversité, de penser la citoyenneté et de faire ce lien-là. Il s'est trouvé que malheureusement, pour des questions politiques, l'arrivée en Hollande du mouvement populiste mené par Geert Wilders, vous savez, celui qui disait qu'il voulait déchirer le Coran et qui a fait toute une controverse en Hollande, a provoqué le fait que, je le dis en passant pour vous dire combien il faut toujours se battre pour ses droits, a provoqué mon licenciement et de la municipalité et de l'université parce que ils avaient tout à coup découvert, alors que j'étais en fait ici en vacances, enfin, vous connaissez mes vacances à Maurice, si on peut appeler ça des vacances, mais enfin, j'étais en séjour mi-vacancier, mi-conférencier à Maurice, et ils avaient profité à ce moment-là, c'était il y a 3 ans et demi, de mon licenciement, parce qu'ils auraient découvert pendant l'été que je travaillais pour une chaîne iranienne. Et en 3 jours, ils ont pris la décision d'ailleurs, et puis ensuite je suis revenu et je leur ai dit, je vais m'en aller de ce pays, vous garderez Geert Wilders parce que c'est votre politicien, moi je m'en vais, je ne suis pas mécontent de quitter ce pays si ce pays évolue de cette façon-là, mais je ne vous laisserai pas. Et j'ai poursuivi et la mairie et l'université en justice. Je vous dis ça simplement parce que le mois dernier, le point final à cette affaire a été mis et que la justice néerlandaise m'a donné raison dans les 2 cas. La cité a perdu et l'université a perdu. Comme quoi, même dans des pays où il y a des courants islamophobes, il faut se battre avec la justice et vous voyez qu'on peut gagner. Ça a été le cas. Mais ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je vous en parlais, c'est cette relation entre la cité et l'université et de faire en sorte que nous puissions établir ce lien et que vous, qui êtes étudiantes et étudiants, ou qui êtes dans la vie civile, vous puissiez déterminer cela de façon claire et de façon engagée. Qu'est-ce que l'on entend quand on parle d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui est instruit et éduqué? Ce que l'on entend, c'est qu'on a formé une femme ou un homme
tout au long de sa scolarité, de l'école primaire à au niveau académique, à devenir une femme et à devenir un homme qui sont autonomes. Ça veut dire quoi autonome? C'est-à-dire que sur tous les sujets élémentaires de la vie, à savoir ce qu'on considère être les éléments de votre autonomie, la connaissance de la langue, c'est-à-dire que la langue nationale, celle qui est la langue de communication, qu'elle soit pour ce qui vous concerne l'anglais et le français, qui sont les deux langues de communication. Vous avez une langue orale qui est le créole, mais vous avez des langues officielles de communication officielle. Dans l'enseignement élémentaire vous donne à maîtriser la langue nationale, car il n'y a pas de citoyen qui soit autonome si elle ou il ne maîtrise pas la langue du pays où il se trouve. Donc vous avez à connaître la langue du pays, c'est l'enseignement élémentaire, parce que votre autonomie intellectuelle se mesure à votre capacité à maîtriser la langue du pays. Moins de maîtrise linguistique, moins d'indépendance intellectuelle. Ça, c'est un élément, et il y en a certains d'entre vous, après des années d'enseignement, quand on leur demande, faut faire attention, parce que vous êtes plurilingue, vous êtes polyglotte. Polyglotte, c'est vous connaissez plusieurs langues, mais il faut faire attention de ne pas connaître plusieurs langues mal. Il y avait un ami qui était algérien, et vous savez, sous la colonisation en Algérie, il savait le français et l'arabe, et lui, il dit, on est polyglotte analphabète. C'est-à-dire, on connaît plusieurs langues, mais aucune bien. C'est-à-dire, vous nous demandez de parler en arabe, on va vous parler arabe avec des mots français, on va tout mélanger. Vous nous parlez français, on va mettre du français avec de l'arabe. Oui, vous connaissez auto, ça veut dire la voiture en français. Et lui, il va vous dire en arabe, Khod est l'automobile. Khod, c'est de l'arabe, il a tout mélangé. Donc, il ne connaît aucune des deux langues parfaitement. Vous avez deux langues et vous êtes handicapé dans les deux. L'instruction qui fait l'autonomie de l'intelligence, vous devez au moins maîtriser une langue dans laquelle vous pouvez exprimer dans la pensée claire ce qui se conçoit clairement, s'énonce clairement, disait La Bruyère. Ça, c'est une dimension très importante de l'autonomie et de votre connaissance et de votre autonomie sociale, du citoyen. Un citoyen qui ne parle pas une langue qui lui permette de se défendre et de se comprendre là où il est un citoyen qui n'a pas les outils de son indépendance. Deuxième élément qui est important, c'est que dans l'éducation élémentaire, on suppose que vous connaissez l'élémentaire des mathématiques, c'est-à-dire de la pensée logique. Parce que l'une des autonomies essentielles de l'intelligence, c'est d'avoir un tout petit peu de logique. Un citoyen sans logique est un citoyen soit dangereux pour lui-même, soit dangereux pour les autres. Mais il est dangereux quelque part. Et donc l'instruction, et c'est important, c'est pour ça qu'en fait, souvent les deux branches, les deux disciplines qu'on met au sommet de la hiérarchie des langues d'enseignement, des disciplines d'enseignement, c'est souvent la langue, les mathématiques, voire peut-être même une seconde langue, mais souvent la mathématique est là parce qu'elle va être le paramètre à partir duquel vous pouvez mesurer l'indépendance intellectuelle de la pensée et de la pensée rationnelle. Donc c'est pour ça, en fait, que ceci est particulièrement important. Et l'instruction devrait vous permettre ceci. Et plus vous avancez dans votre instruction, plus vous devez connaître la langue qui vous rend intellectuellement indépendant, connaître la logique qui vous rend socialement interactif, socialement dans la possible interaction. Si vous manquez de logique intellectuellement, vous allez manquer de référence dans la relation interpersonnelle. Ça, ce sont des choses qui sont élémentaires que tous les systèmes d'éducation mettent en avant, mais ça ne suffit pas, parce qu'avec ces deux éléments-là, connaître une langue et bien la parler, ça ne veut pas dire forcément que vous allez être une bonne contribution pour la société, parce que vous pouvez bien parler une langue pour vous faire de l'argent, vous pouvez bien parler une langue pour être quelqu'un de moralement mauvais, mais linguistiquement habile. Oui, vous en avez des gens comme ça. Oui, souvent des gens qui arrivent politiquement, pas tous, et je ne vise personne, ou alors tout le monde.
Donc en l'occurrence, c'est être linguistiquement habile, mais moralement pas forcément porteur de bien. C'est pour ça que ces enseignements-là, de la langue, comme l'enseignement de la logique, vous pouvez être très très fort en logique, très très fort en calcul, mais ça n'empêche pas, en étant logique, d'être un voleur. Oui, il y a des gens, d'abord les voleurs sont très très bons en logique. Ils ont un temps d'avance sur ceux qui vont voler. Donc il faut faire attention. La matière maîtrisée ne dit pas encore la façon dont on doit la maîtriser. Et dans nos systèmes d'éducation, très souvent, on donne la matière, mais pas forcément l'éthique de l'usage de la matière, la moralité dans la matière. C'est-à-dire que ça, c'est de l'instruction. Apprends à bien parler, apprends à bien calculer. Mais pourquoi ? Avec quelle moralité? Qu'est-ce que tu veux faire de ta langue et qu'est-ce que tu veux faire de ta logique? Qu'est-ce que tu fais quand tu calcules? Tu calcules pour voler, tu calcules pour prendre ou tu calcules pour partager? Dans les deux cas, tu calcules. L'un avec la morale qui prend pour soi, l'autre avec la morale qui donne à d'autres. Donc il y a une logique utilitaire et il y a une logique du don. Et l'école, malheureusement, très souvent, aujourd'hui, s'adapte aux exigences de la société et vous donne les instruments. Les instruments, et quelqu'un d'éduqué, c'est quelqu'un qui a des instruments. Quelqu'un qui a les instruments de la langue, les instruments de la logique, et puis ensuite, il y a d'autres disciplines que l'on rajoute pour former la connaissance commune, ce qu'on appelle le tronc commun de la connaissance nécessaire à une citoyenne et un citoyen. Jusque-là, c'est une contribution élémentaire. Et tout ce que je viens de dire ici est un droit. Tout système scolaire ou toute société dont le système scolaire ne donne pas à ses membres, aux membres de la société, les instruments de leur dépendance est une société qui ne respecte pas les droits de l'homme et de la femme, qui ne respecte pas les droits élémentaires de la dignité humaine. 1, d'avoir accès à l'instruction pour nourrir l'intelligence. 2, à la langue pour déterminer l'autonomie de la femme et de l'homme. 3, à la logique qui permet l'interaction avec son environnement. La langue permet l'autonomie de la pensée et l'interaction. La logique, la formation et l'organisation de cette interaction. Et l'instruction permet la nourriture de l'intelligence. Toute société qui ne donne pas ça à ses membres n'est pas respectueuse. Mais une fois qu'on a dit ça, et aujourd'hui vous regardez l'île Maurice et vous pouvez dire oui, vous avez un système scolaire qui vous donne ces instruments. Toute la question, elle va se poser sur est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont enseignées qui nous permettent d'utiliser la langue, la logique, l'intelligence, notre instruction pour être des agents, non pas qui s'adaptent à une société, mais des agents qui transforment cette société. La contribution est dans la transformation, elle est dans la réforme, pas dans l'acceptation des choses comme elles sont. Par exemple, ça fait 18 ans que je viens dans votre pays et depuis que je suis venu la première fois, il y a un cursus scolaire que n'importe quelle citoyenne et n'importe quel citoyen doit poser et questionner comme un principe de justice et de dignité. Quand à l'âge de 11 ans, vous avez des examens qui vont déterminer de l'orientation d'un enfant et que vous savez comment est le système, il est évident que ce système va pourvoir chacun d'entre vous de l'éducation élémentaire, savoir parler, savoir compter, savoir penser, bien sûr, mais le système est tellement compétitif, le CPE, cet examen qui vient très très tôt, est un examen qui peut être un examen de sélection confirmant des injustices sociales. C'est-à-dire que quand vous êtes d'une famille qui est aisée ou protégée, quand vous avez des parents qui peuvent aider l'enfant à avoir des cours supplémentaires, eh bien cet enfant aura forcément beaucoup plus de chances de réussir l'examen que des enfants qui sont issus de milieux pauvres, que des enfants qui ne peuvent pas payer de cours privés. Et forcément, vous sanctionnez par l'école l'injustice sociale. C'est que l'école qui devait transformer l'injustice en justice finit par sanctionner et confirmer l'injustice du système injuste. Et on perpétue le système. Et ensuite, on regarde les jeunes qui ne réussissent pas, et on leur dit, ils sont moins intelligents. Non, ce n'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est que leur
environnement social faisait qu'ils étaient moins équipés. C'est comme si vous dites à des personnes, vous les mettez en face d'une longue course comme le marathon, et vous prenez quelqu'un qui est entraîné et quelqu'un qui n'est pas entraîné, et que vous lui dites, eh ben, vous pouvez courir le marathon. Oui, dans le potentiel, tout le monde peut courir le marathon. Mais il y en a un qui est entraîné et l'autre qui ne l'est pas. Vous lui dites, oui, potentiellement. Ben oui, potentiellement, je peux. Mais à côté de moi, qui est-ce que j'ai? Quelqu'un qui s'est entraîné, quelqu'un qui a des années. Donc, me dire que je peux, c'est bien. Dire ce que lui peut et ce qu'on lui a donné qui puisse plus que moi, c'est autre chose. Dire qu'on est tous égaux sur la ligne de départ, c'est bien, mais ne pas regarder qui est équipé pour parvenir avant, c'est injuste. Donc un système scolaire qui nécessite un regard critique parce qu'il sanctionne des injustices, et ce à plusieurs étapes. C'est vrai au plus jeune âge, c'est vrai à plusieurs moments de la vie académique, même parmi vous, ceux qui aujourd'hui rentrent dans l'université, ceux qui pourront aller faire de la formation à l'extérieur et revenir, tout ceci, ce sont des sanctions ou en fait des confirmations d'un système scolaire qui privilégie les privilégiés et marginalise les exclus, ou les pauvres, ou les marginalisés. À partir d'un certain moment, quand on se dit « est-ce que l'école peut être une contribution à la transformation de cette société? Est-ce que le système scolaire doit simplement être à l'image de la société, confirmant les injustices, ou est-ce qu'on peut attendre de ceux qui sont les produits de l'école qu'ils aient l'intelligence nécessaire pour transformer le système qui les a produits? Est-ce que vous êtes des purs produits de l'école, ou est-ce que vous êtes des citoyens pensant l'école pour repenser la société? Et aujourd'hui, c'est une question fondamentale, et elle est fondamentale partout. Elle est fondamentale partout parce que tous nos systèmes d'éducation sur le plan international vivent des crises, et qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint. Et d'ailleurs, dans toutes les sociétés, vous allez aux États-Unis et on se dit, mais pourquoi les Américains ne sont pas impliqués sur la question sociale? La faute à qui? L'école. Qui sont les responsables? Les enseignants. Et les enseignants, quand on leur demande, on leur dit qui sont les responsables? Les parents. Donc on est dans des sociétés où on se renvoie la balle. C'est les parents qui disent c'est les professeurs, et les professeurs qui disent c'est les parents, et puis tous ensemble disent c'est l'État. Oui, on est dans une attitude de déresponsabilisation totale. C'est-à-dire que le système n'est pas bon, l'État est corrompu, et puis entre les partenaires sociaux, on finit par chercher des coupables et non pas par s'inscrire ensemble dans une action responsable. Et vous êtes à l'université, aujourd'hui, ici, dans cette université, que vous soyez parents, que vous soyez universitaire, que vous soyez citoyen, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, à partir d'un certain moment, il faut se poser la question de ce que l'on doit faire pour que l'école puisse, et l'université même, deviennent aussi un espace de contribution et de transformation. Et ça demande une prise de conscience. Ça demande une prise de conscience. Et la première des choses, j'aimerais axer mon propos sur 3 dimensions. La première des dimensions, c'est ce que l'on enseigne et ce que l'on étudie. Aujourd'hui, si vous allez dans les systèmes de formation les plus perfectionnés, on a un vrai problème, c'est le contenu de l'enseignement et le financement de l'enseignement. Vous savez qu'aujourd'hui, le système scolaire et académique, et en particulier académique, le plus performant en matière de recherche est le système américain. On voit maintenant apparaître de nouvelles institutions qui proviennent de Chine avec une montée en puissance des espaces de recherche, d'études du monde et pas simplement de la Chine, par exemple, en Chine. Mais jusqu'à ce jour, le système américain est celui qui capitalise les plus grandes ressources en matière de recherche. Le grand problème de cela, c'est qui paye. Qui paye pour les recherches. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y a pas de financement qui soit totalement gratuit. Parmi les plus grands investisseurs dans la recherche académique, il y a les plus grandes multinationales
qui vont donner de l'argent pour qu'on recherche, tirer profit de la recherche avec des perspectives qui ne sont pas du tout humanitaires, qui sont des perspectives de gains financiers. Vous rentrez dans certaines universités, vous rentrez maintenant dans certaines écoles secondaires et vous avez des publicités de boissons qui payent l'institution en question et qui se donnent 15 minutes à 10 minutes avec une télévision, un écran ou les publicités qui sont liées à la multinationale. Donc l'école vit de sources financières qui sont essentiellement données par des multinationales qui vont en fait, par exemple, sur tout le campus, vous donner leurs boissons pour que vous vous désaltériez. On vous donne l'argent pour penser, la boisson pour boire. L'argent pour penser, la boisson pour vous désaltérer. Et dans les deux cas, on gagne. Des systèmes où la recherche est très puissante, mais où le lien ne se fait pas entre l'université et la société a changé. Non, l'université est le pouvoir économique qui contrôle. Loin de toute considération démocratique, le pouvoir économique ici est un pouvoir qui finance la recherche, finance des institutions avec des visées de profit, essentiellement de profit. Et ça commence très très tôt dans certaines institutions de grande performance. Donc à partir d'un certain moment, on se dit, qu'est-ce que l'on enseigne et qui donne l'argent pour enseigner? Il faut dire et répéter, si on veut une école qui soit une contribution à la société, il faut que l'école soit considérée comme un service public tenu, respecté et protégé par l'État. Un service public qui ne soit pas le champ ouvert des luttes entre des acteurs et des opérateurs financiers et des entreprises qui cherchent à financer dans l'éducation leurs propres intérêts et à pourvoir leurs propres intérêts. Donc, vous savez, quand vous voyez ceci aux États-Unis et que vous voyez des boissons américaines sur tous les campus que vous ne pouvez rien boire d'autre, c'est bien. Mais quand ensuite vous venez à l'île Maurice ou que vous allez en Afrique, dans des pays africains, et que vous voulez boire sur le campus des boissons africaines et qu'on vous donne toujours les mêmes boissons de ceux qui financent, de ceux qui sont en train d'avoir une mainmise sur l'éducation, on commence à être un tout petit peu troublé. À un moment donné, il faut se dire quelle est l'indépendance intellectuelle d'institutions aussi dépendantes financièrement de grands groupes financiers. C'est ça la vraie question. Quelle indépendance intellectuelle peut-on avoir? Et ça demande à chacun d'entre nous de se poser la question et de ne pas être naïf par rapport à cela. Ayant dit cela, et pour aller un tout petit peu plus loin, on en vient aux études et à ce qui est enseigné. Et c'est là où je pense que chacun d'entre nous est un peu responsable aussi de ce qu'il cherche dans l'enseignement. Dans un ouvrage qui s'appelle « L'autre en nous », pour développer une philosophie du pluralisme, j'aborde cette question sur un chapitre sur la question de l'éducation. Et l'une des plus grandes résistances que l'on peut avoir par rapport au système d'éducation pour pouvoir contribuer à sa société, à la vie en commun, l'une des premières résistances, c'est de considérer ce que l'on étudie. Qu'est-ce que l'on va étudier? Alors évidemment, vous allez pouvoir étudier les sciences humaines ou les sciences expérimentales et la médecine. Mais aujourd'hui, un médecin ou un opérateur économique ou un entrepreneur, n'importe lequel d'entre vous, il est très important de comprendre que votre autonomie intellectuelle, elle n'est pas simplement dans le fait de connaître la langue du pays, elle n'est pas simplement dans le fait d'être habile en mathématiques et en logique, mais elle est dans une autre dimension du savoir. Et là, vous allez tous, pendant l'espace de quelques instants, vous dire « Qu'est-ce que vous savez? Quel temps avez-vous donné à l'apprentissage de l'histoire ?» Quelqu'un qui veut être un agent de transformation dans l'histoire doit étudier l'histoire. Or, tous les systèmes d'instruction, tous, sont en train de produire des citoyens sans mémoire. C'est-à-dire des citoyens qui n'étudient plus l'histoire. Même vous, à des moments donnés, vous ne savez même pas d'où vous venez. Vous savez que très loin, peut-être vous venez d'Inde ou que vous venez de l'Asie, mais c'est très très loin. Vous êtes installé ici, mauricien, certes, mais ça a une histoire. L'île Maurice, elle a une histoire. Les réalités politiques de ce pays, les conflits entre les communautés, les rapports de pouvoir, ils viennent d'où? C'est tombé comme ça sur l'île Maurice un soir? C'est une longue histoire.
Et si vous voulez vous inscrire dans la transformation historique, il faut avoir un sens de l'histoire. Tout citoyen qui veut être un acteur dans sa société doit avoir un sens de l'histoire, doit étudier l'histoire. L'histoire de son pays, mais l'histoire de ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, vous allez en Occident, vous demandez une pensée historique à un certain nombre d'intellectuels, ils ne savent même plus. Ils n'ont même plus de sens de l'histoire. Et quand, par exemple, on étudie, aujourd'hui, on a peur de la Chine, pourquoi? Parce que ça a l'air d'être un géant économique. Mais l'histoire profonde de la pensée chinoise, la contribution de la pensée chinoise à l'élaboration de la conscience humaine, ça nous intéresse? Mais non, ça ne fait pas d'argent. Et là, on en arrive à cette vraie question. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne l'histoire? Quel métier je vais faire avec ça? Je vais faire prof? J'ai pas envie. Donc l'histoire, c'est financièrement pas utile, mais c'est humainement nécessaire. Et c'est la vraie question. Est-ce que vous êtes des étudiants qui veulent être humainement nécessaires ou simplement financièrement productifs? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'on cherche à être? Et donc l'éducation, elle pose cette question-là. La deuxième des questions aussi, la deuxième des disciplines qu'on devrait trouver et qui est une forte contribution, parce que je vais vous dire une chose, quand vous regardez ensuite les gens des différentes origines, quand vous comprenez l'histoire du pays, par exemple, c'est là où vous commencez à devenir beaucoup plus ouvert. Un esprit ouvert dans le présent est un esprit qui a la complexité du passé. Mais quelqu'un qui ne connaît rien du passé, il va être simplement superficiel dans le présent. Quand vous n'avez pas la profondeur du passé, vous êtes superficiel dans le présent. La deuxième des choses aussi, c'est que vous êtes dans une société qui est une société plurielle, où il y a plusieurs origines. Vous avez des hindous, vous avez des chinois, vous avez des bouddhistes, vous avez des catholiques, vous avez des musulmans, vous avez des gens qui viennent de tous les horizons. Une école qui veut travailler sur sa société, une université, on doit travailler sur sa société, elle devrait réconcilier nos esprits avec la connaissance de la pluralité des cultures et des religions. Or, aujourd'hui, on fait exactement le contraire. Non seulement on ne se connaît rien sur l'autre, mais on ne connaît rien sur nous-mêmes. On est religieusement, spirituellement et dans tout ce qui est culturellement analphabète. C'est-à-dire qu'il y en a certains d'entre vous, ils vont peut-être avoir des diplômes, ils vont avoir des degrees, ils vont avoir des masters, ils vont avoir des PhD, ils seront super excellents dans leur discipline, en matière de finance, en matière d'économie, ils sont culturellement, religieusement, spirituellement analphabètes. Analphabètes, ils ne connaissent pas, parce que ça ne rapporte pas. Et parce que ça ne fait pas partie de la formation. À partir d'un certain moment, chacun ici, loin de l'enseignement utile qui permet d'avoir le diplôme, doit poser la question de sa culture générale. Qu'est-ce que vous faites pour lire des livres qui ne soient pas simplement votre examen qui vient? Comment on appelle les étudiants qui ne travaillent que pour l'examen? Ils bachotent. Ils travaillent sur la mémoire courte. Non seulement ils n'ont pas de mémoire, mais c'est la mémoire courte. La veille, on y va. Le lendemain, on a tout dit, j'ai réussi l'examen, salam alaikum. Ça, c'est en arabe, ou alors bye bye. Oui, c'est fini, j'ai eu l'examen. Mais ça, vous avez, c'est pas de l'acquisition de la connaissance, ça, c'est uniquement de la connaissance utile pour l'examen. Il y en a qui passent leur temps à passer les examens comme ça. Et il y en a, c'est encore, pour certains, c'est difficile même de faire ça. Ils se plantent. Et ils jalousent les autres qui réussissent. Parce qu'il y en a, c'est des champions de l'étude la semaine avant l'examen. Et donc, là, on n'est pas en train de parler d'études. Ça, c'est du bachotage. C'est réussir un examen. C'est pas former sa connaissance. Et il y a une différence entre avoir un esprit connaisseur et un esprit qui réussit les examens. C'est deux choses différentes. Donc, en plus de faire ça avec son étude, c'est quelle palette de disciplines vous étudiez pour être utile à votre société. Troisième discipline qu'il faut aussi ajouter avec l'histoire des cultures, des spiritualités, c'est des questions que vous n'avez plus ici. Et même si vous ne les avez pas à l'université de Maurice, même si dans l'école mauricienne vous ne les avez pas, quel temps vous prenez parfois pour lire des livres qui peuvent être de philosophie? Qu'est-ce que c'est la philosophie? C'est des questions qui vous posent la question de pourquoi est-ce que vous vivez. Pourquoi ça c'est important? Les questions du pourquoi, les finalités. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est la question que je vous posais au départ. Pourquoi est-ce que vous vous éduquez? Pourquoi vous voulez des diplômes? Qu'est-ce que vous cherchez à être? À quoi ça sert? C'est que vous voulez simplement avoir un nom, avoir un titre,
Ou est-ce que vous voulez être un être humain qui se respecte? Il y a des personnes sans titre qui sont 1000 fois plus dignes que ceux qui ont 1000 titres. Et je ne dois pas aller loin pour ça. Je veux dire, je pense qu'il y a des individus que personne ne connaît à Maurice, que les médias ne couvriront jamais, que jamais personne, dont jamais personne n'entendra parler, qui font le bien là où ils sont et qui sont plus dignes que tous les présidents des États-Unis réunis. En termes de dignité, et des premiers ministres de Maurice, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La question, elle est sur la dignité humaine. Elle n'est pas simplement sur les titres que l'on tient. Et même de quelqu'un qui est un prof ou qui a... C'est pas ceci l'important. L'important, c'est... Et donc, ceci, c'est les vraies questions de quelle est ma philosophie de vie? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'essaye d'avoir ces diplômes-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'être dans la vie? Ces disciplines, elles ne vous rapporteront pas beaucoup d'argent, mais elles vous apporteront la dignité. Et ça, c'est plus que de l'argent. La quatrième des disciplines sur lesquelles j'insiste beaucoup, et je le vois parce que quand on vient ici, on a le génie mauricien, il vient aussi d'une certaine culture. Je n'arrête pas d'insister sur le fait que quand vous êtes dans l'éducation, apprenez la littérature, apprenez la poésie, apprenez l'imaginaire. Et si vous n'avez pas de cours là-dessus, allez chercher, prenez des livres, ouvrez-vous à des choses dont personne ne parle mais qui déterminent le principe de l'esthétique, de la beauté. Et arrêtez d'être uniquement... Parce que vous savez, l'art, ça s'apprend. La beauté esthétique, ça s'apprend. Un tableau, ça s'apprend. Et ceux qui vous disent, parmi les musulmans, c'est tout haram, je ne suis pas d'accord avec cette position-là. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on peut faire. Mais il y a une dimension de l'imaginaire, la poésie, la beauté. Je veux dire, à un moment donné, on est allé vers le prophète de l'islam, et on lui a dit, regarde ce poème, il était magnifique ce poème. On lui dit, mais celui qui l'a fait, il n'est pas musulman. Et il lui a dit, son cœur, lui, nie, mais son poème, lui, célèbre. Il célèbre cette dimension. Pourquoi? Parce que c'est beau, parce que nous devons être des agents de ça. Et des étudiants doivent être des agents de la mémoire, de la connaissance des cultures, de la connaissance de la philosophie élémentaire au moins, et de l'imaginaire et de l'art. Et l'art, ce n'est pas le divertissement. Ce n'est pas ça dont je parle. Je ne suis pas en train de vous parler de ce que vous voyez sur certaines chaînes de télévision américaines ou indiennes. Je ne parle pas de ces divertissements-là. Ça, c'est quand vous avez du temps à perdre. Moi, je suis en train de vous parler du temps à gagner, du temps où vous formez votre intelligence. Et on n'a pas de temps à perdre pour ça. Je vous dis ceci parce que c'est une des premières questions. Pensez l'éducation qui me forme de façon autonome. Je dois être autonome, je dois pouvoir penser par moi-même. Il faut que j'ouvre mon horizon à l'histoire des religions, à la philosophie, à l'art. Tout ça, c'est ce qui va me déterminer comme un être digne. C'est là où je commence à devenir utile pour la société, parce que j'ai une profondeur historique, parce que j'ai un sens de la diversité, parce que je me pose les questions des finalités. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire? À quoi ça sert ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on travaille pour la dignité des hommes ou pas? Et puis le dernier élément, c'est aussi de pouvoir célébrer ce qui, ensemble, nous donne le bien-être, la beauté, l'esthétique. Tout ça, ce sont des éléments importants. Et une fois qu'on a ceci, le dernier élément sur lequel j'aimerais insister dans cette intervention, c'est aussi de vous poser la question dans vos formations. Vous pouvez être aujourd'hui, vous pouvez avoir suivi un cursus scolaire, être passé par l'université ou pas, vous êtes dans un travail, et à un moment donné, vous êtes dans un travail dans lequel vous êtes spécialisé ou vous êtes en train d'étudier une branche dans laquelle vous vous spécialisez. Ça peut être la médecine, ça peut être même des questions, la sociologie, les sciences politiques, les relations internationales, l'anthropologie, n'importe quelle science exacte, les mathématiques. À un moment donné, ce qui est important, et c'est pour ça que je vous disais qu'aussi la philosophie peut être importante, c'est que la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai appris? Comment vais-je utiliser ma connaissance? Et ça s'appelle une question qu'on détermine dans les traditions de réflexion sur les finalités, c'est l'éthique. L'éthique dans le savoir. Et nous, ce dont on a besoin, c'est vrai que dans nos institutions scolaires, que dans nos institutions académiques, il y a peu de discussions sur l'éthique, c'est-à-dire les finalités. Jusqu'à où vous pouvez aller avec ce que vous savez? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et c'est là une question que vous n'aurez peut-être pas par vos enseignants ou par l'instruction ou par l'institution académique ou scolaire, mais c'est une question qui est déterminante pour chacune et chacun d'entre vous. C'est-à-dire que là où nous contribuons au devenir de la société, c'est quand nous apprenons et quand nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'apprends. Alors quand vous êtes des entrepreneurs, c'est pour ça que c'est important. Le plus important, ce n'est pas uniquement de bien parler français ou anglais. C'est important de bien parler français ou anglais, mais de parler pour le bien. Pas simplement de bien parler, mais de bien parler pour le bien. Et pour le bien, ça c'est un travail de la conscience. C'est là où on devient utile à sa société. Donc, votre connaissance de la langue, votre connaissance des mathématiques, votre connaissance de la sociologie, votre connaissance de tout ce que vous faites. Vous pouvez prendre n'importe quelle science que vous êtes en train d'étudier. Est-ce que vous utilisez votre savoir pour servir les hommes et leur dignité ou uniquement pour votre salaire ? Au bout du compte, c'est la seule vraie question qui compte, c'est-à-dire un citoyen ou une citoyenne qui se pose la question de savoir est-ce que je vais, par exemple, devenir, je ne sais pas, comptable ou un consultant ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je vais soutenir ? Qui est-ce que je vais soutenir ? Est-ce que je vais rentrer sans me poser de questions dans n'importe quelle multinationale en me disant combien ça me rapporte ? Parce qu'il y a des multinationales, il y a des gens aujourd'hui qui font de l'argent sur la traite d'êtres humains comme des esclaves. À l'heure qu'il est, il y a des vêtements que nous, on peut porter, les gens qui travaillent sont traités comme des esclaves. On ne peut pas toujours être responsable de ce qui est fait en amont, mais il faut qu'on se pose la question de savoir comment on va s'intégrer au monde du travail, quelles valeurs on va définir. Et ça, le travail et l'éducation, votre éducation personnelle doit être déterminée par rapport à ça. Qu'est-ce que vous servez ? Parce que vous pouvez servir de titre. Vous pouvez vous servir de titre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand vous avez un titre, on me dit par exemple, l'université d'Oxford, c'est l'une des 4 ou 5 meilleures universités du monde. Alors vous vous promenez à travers le monde avec le titre. Moi, je suis professeur à Oxford. Eh, vas-y. Je suis même dans les 100 premiers. Et c'est quoi ça ? Ça, c'est de l'attitude par rapport au savoir qui est une attitude de consommation, qui est une attitude qui va mettre des universités dans un rang comme ceci avec les titres et les prestiges. Mais le seul vrai prof, même s'il est à Maurice, il n'a pas le titre d'Oxford, mais il sert ses étudiants, il sert sa société et il sert ses valeurs. N'importe quel universitaire, n'importe quel prof de n'importe quelle grande université du monde, s'il n'utilise le titre que pour se servir en dignité humaine, il ne vaut pas mieux que n'importe quel enseignant qui n'a pas le titre d'une grande université, mais qui a le titre de servir la dignité des hommes. La question, elle est éthique, elle n'est pas dans le titre, elle n'est pas dans le salaire. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que vous avez envie d'être ? Et ça, c'est l'éducation qui produit des êtres utiles. Et avec ceci, ça veut dire qu'il faut se poser la question de l'éthique. Ensuite, il faut se poser la question, il y a 2 questions que je veux encore poser, c'est de l'expertise. Utiliser son savoir. On a dans toutes les traditions scientifiques quelque chose qui nous dit allez vers l'excellence dans l'expertise, maîtrisez votre domaine. Et d'un point de vue musulman, on a même cette formule qui dit que Dieu aime quand quelqu'un fait quelque chose qu'il le maîtrise au plus haut niveau. Et ça, on le retrouve dans la tradition hindoue, dans toutes les traditions. Maîtrisez ce que vous faites. Mais maîtrisez pourquoi ? Pas pour vous en servir pour vous-même, mais pour vous permettre de maîtriser ça pour autrui. Soyez le meilleur dans la médecine, non pas pour vous faire le plus d'argent, mais pour mieux soigner votre patient. Soyez le meilleur dans la comptabilité, non pas pour vous faire de l'argent, mais servir les pauvres, c'est-à-dire qu'il faut utiliser son expertise pour avoir ce qu'il faut pour vivre et aider ceux qui n'ont pas assez pour survivre. Il faut utiliser son expertise pour avoir ce qu'il faut pour vivre et utiliser ce que l'on sait pour aider ceux qui n'ont pas assez pour survivre. Donc ça veut dire systématiquement dans la pensée éthique, une pensée de la solidarité dans l'expertise, une pensée du partage dans l'expertise. Ça vient d'où ? Ça vient pas de ce que vous enseignez, des instruments, ça vient de l'éthique que vous avez dans l'enseignement. Et la dernière des choses que j'aimerais vous dire, parce que vous êtes assis là, vous dites « Ah, mais c'est beau ce qu'il dit ». Je termine. Et j'ai souvent cela, j'ai souvent des étudiants et des profs qui viennent me dire c'est très beau ce que tu as dit, répète-le.
Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a une troisième condition à ce que je suis en train de vous dire. Et une troisième condition qui fait qu'à des moments donnés, quand je viens dans une salle comme ceci, je vois que la salle est pleine, je me dis que peut-être que cette intervention-là, elle aurait été peut-être utile à une ou deux d'entre vous. Pas à vous tous. Parce qu'il y en a qui sont des consommateurs du discours. Ils aiment quand c'est beau, puis en plus c'était gratuit, ça ne coûte rien. Enfin, c'est le top. En matière capitaliste, c'est le top. Tu viens passer 1h30, tu t'envoles, c'est gratuit et t'as rêvé. C'est vrai, non? Et pourtant, dans tout ceci, il y en a peut-être un, il y en a peut-être deux. Moi, là, quand je suis arrivé il y a 2 jours, ici à l'île de la Réunion, il y a un jeune qui est venu vers moi, il m'a dit « Une fois, je vous ai entendu il y a plusieurs années de ceci, et ce discours-là m'a réveillé. » Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui compte. Ce n'est pas le nombre qui dort, c'est un qui se réveille. Et un qui se réveille, ça veut dire quoi, se réveiller? Ce n'est pas suivre ce que je viens de dire, parce que ce que je viens de vous dire, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas de suivre ce que je dis, c'est être autonome par rapport à ce que je dis, et ça veut dire se prendre en charge. Mais ça demande une chose, ça, que les systèmes, vous ne serez jamais noté là-dessus. Jamais. Jamais un prof à l'école primaire, jamais un prof à l'école secondaire, jamais un prof d'université ne vous notera sur 7 aspects de votre personnalité. Vous n'aurez jamais une note sur votre courage. On ne vous note pas sur le courage. On vous note même carrément sur le contraire. Est-ce que tu as bien répété ce que j'ai dit? On vous note sur votre capacité à répéter ce que le prof a dit. Mais le courage, qu'est-ce que c'est? C'est de penser par vous-même. C'est d'aller jusqu'au bout de ce que vous pensez et d'avoir le courage suffisant pour utiliser tout ce que vous savez pour servir les gens. Et le courage de parler, et le courage de dire, pas bêtement, pas en criant, pas de façon agressive, de façon calme, de façon déterminée. Utilisez ce que vous savez pour changer la société, ça demande du courage. Utilisez ce que vous savez pour augmenter votre savoir, ça demande du courage. Utilisez ce que vous savez pour résister à ceux qui ont de l'argent, ça demande du courage. Utilisez ce que vous savez pour résister à ceux qui ont du pouvoir, ça demande du courage. Je ne serai jamais noté là-dessus, et pourtant c'est la seule chose qui compte pour votre autonomie. Dis-moi quel courage tu as, et je saurai comment tu penses. Il y en a qui ne pensent que par l'adhésion de tous. Ils ont envie que tout le monde soit d'accord. Il y en a même qui pensent comme le dernier a pensé. Oui, vous savez ça, dans les cercles comme ça, tout le monde dit ce qu'il pense, et quand il a entendu le dernier, il répète ce qu'a dit le dernier. Et il y en a qui pensent par mimétisme. Il voit le prof, il dit « Ah, je sais. Si je dis ça, le prof, il va. » Et il répète. Quelqu'un qui répète pour réussir a une réussite qui a peu de dignité. Quelqu'un qui a du courage de se libérer, de dire ce qu'il pense, homme ou femme, alors là, vous aurez peut-être un moins bon résultat, mais vous aurez de la dignité que personne ne voit, que vous, vous savez, que vous, vous connaissez. S'apprécier soi et ne pas laisser les autres nous déterminer. La liberté, c'est de ne pas être dépendant du jugement des autres, même de son prof, même de sa note, même de son savoir. Et ça, vous ne serez pas noté. Donc, le dernier élément, on a envie d'étudiants, on a envie de profs, on a envie d'enseignants, on a envie de parents qui soient déterminés à élargir la connaissance, à la rendre plus efficiente, plus efficace, à transformer la société. Et pour ça, il nous faut des esprits autonomes, il nous faut des esprits indépendants, des esprits qui ne calculent pas, qui ne sont pas en train de se dire « ça rapporte combien ce que je sais », mais qui déterminent la dignité de ce qu'ils savent et qui ont le courage de rester dignes dans toutes les circonstances de la vie. Digne, ça veut pas dire courageux, ça ne veut pas dire être stupide. Courageux, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Courageux, ça veut dire penser ce que l'on dit et dire ce que l'on pense au bon moment et avec détermination. C'est ceci, la contribution de l'éducation. Une éducation qui ne produit pas des êtres autonomes et un peu courageux est une indication qu'il faut reconsidérer et dont il faut faire la critique. Je vous remercie. Merci, professeur, pour ce brillant exposé. Et place maintenant aux questions, s'il vous plaît. Bien, on va commencer avec les questions qu'on a déjà reçues.
quels sont les critères qu'un bon prof doit satisfaire, auxquels un bon prof doit satisfaire pour la réussite des étudiants? Quels sont les critères? Ah ben là, il y en a beaucoup. Déjà, il y a des choses qui sont factuelles, qui sont objectives, c'est-à-dire qu'un professeur, par rapport à la réussite des étudiants, doit avoir, ce que je vous disais tout à l'heure, l'expertise de son sujet, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser ce qu'il enseigne, la maîtrise de ce que l'on enseigne. Ensuite, il y a une chose, en tout cas, que moi j'applique dans mon enseignement, c'est l'interactivité. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un bon prof vient, donne son cours, on prend note et puis on s'en va. Il faut une interactivité, il faut être un prof qui maîtrise son sujet et qui est disponible pour ceux qui ne le maîtrisent pas. La disponibilité est une chose importante. La troisième des qualités sur laquelle j'insisterai avec la maîtrise, c'est bien entendu les qualités pédagogiques, c'est-à-dire quelqu'un qui sait aussi déterminer selon à qui il enseigne, savoir les niveaux de compréhension. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement important de maîtriser ce que l'on enseigne, c'est d'avoir une bonne connaissance de ceux à qui l'on enseigne. Donc il y a des différents niveaux. C'est pour ça que l'interactivité, elle est importante. Selon les questions que vous avez des étudiants, vous savez à quel niveau vous vous situez. Et puis il y a une quatrième chose que je répète souvent, qui n'est pas de moi, qui est parce que j'ai trouvé une fois que, je crois que sur Twitter, quelqu'un m'a cité en pensant que c'était de moi, mais en fait, ce n'est pas de moi, c'est d'un intellectuel français qui disait, qui rapportait sur un de ses professeurs, une des choses qui, je crois, est un des critères du bon prof, c'est ce professeur ne m'a pas enseigné à penser comme lui, mais à penser sans lui. Donc, à enseigner à ses élèves ou à ses étudiants à penser sans le prof, c'est-à-dire une autonomie intellectuelle, ça c'est important. Là, il y a une question sur le CPE. Vous parlez de compétition au niveau de la CPE comme étant injuste. Ne pensez-vous pas que justement cette compétition pousserait un enfant à se surpasser pour donner le meilleur de lui-même? Oui, un enfant de 11 ans semble toujours innocent, mais en 2013, avec l'accessibilité à Internet, il a déjà acquis une certaine maturité. En 2000 comme en 1915, un enfant de 11 ans n'a pas terminé sa formation intellectuelle, même s'il est tout le temps sur Internet. La première des choses que j'aimerais dire, c'est pousser un enfant à se surpasser. Bien entendu, si vous avez tous les moyens, si vous avez la meilleure école, si vous avez des professeurs qui vous aident en dehors de l'école à vous surpasser, ben oui, c'est bien, ça surpasse, mais ça permet de se surpasser ceux qui ont les moyens de se surpasser. Quant aux autres, ils ne vont pas se surpasser, ils vont simplement s'écraser devant l'examen. Donc, permettre à ceux qui ont les moyens de se surpasser, à ceux qui n'ont pas les moyens d'échouer, ce n'est pas un système juste. Moi, je parle de la justice du système. Et donc, et je pense en plus... Alors déjà, rien que du point de vue de la justice, ça ne l'est pas. Mais la deuxième des choses aussi, c'est qu'un examen à 11 ans qui détermine l'orientation d'une vie, c'est trop tôt. C'est trop tôt, ça ne devrait pas avoir lieu, c'est-à-dire que l'orientation peut se décider plus tard. On le sait, il y a des évolutions intellectuelles qui apparaissent au moment de la puberté, c'est-à-dire en fait 3 ans plus tard. C'est un moment crucial, 3 ans plus tard. Donc on sait qu'il y a des psychologues qui disent ça se passe avant 3 ans, et d'autres qui disent avant 6 ans, et d'autres qui disent la période cruciale, c'est la période de la puberté, le passage à l'adolescence. Il y en a qui ont des déclics, c'est 17, 18 ans, mais si on a déjà décidé de votre orientation à 11 et qu'il y a un déclic à 18, on vous dit, bah t'as 7 ans de retard. Mais ça ne peut pas être. C'est-à-dire que les processus de récupération, raison pour laquelle il faut qu'on soit très très prudent sur cela, il faut allonger le temps de l'orientation, de ce qui peut permettre l'orientation, et l'orientation doit être sur un temps plus long, et la justice, vous savez, il y a l'égalité du statut et l'égalité des opportunités.
Il faut faire attention, ça c'est ce que Rawls disait dans son traité sur la justice, il mettait en évidence, il faut faire attention, on ne parle pas simplement de l'égalité des droits, bien sûr vous avez l'égalité des droits dans l'école, mais l'égalité d'opportunité, c'est pas pareil, l'égalité d'opportunité, elle regarde d'où vous partez pour réussir, pas que vous ayez la possibilité de réussir, seulement parce que dire à quelqu'un tu peux réussir l'examen, oui, mais ça dépend d'où je pars. Donc l'opportunité, c'est quels sont les éléments qui sont donnés à mon potentiel pour réussir. Et aujourd'hui, ce système-là ne convient qu'à ceux qui ont les moyens de pouvoir y faire face. Les autres sont les laissés pour compte du système et ça n'est pas juste. Il n'y a plus de questions? D'accord. Ils font un tri. On trie? On trie? Ah, c'est déjà trié. Les matières élémentaires prennent beaucoup de notre temps. Comment faire pour se consacrer à la culture générale? Ah, moi j'ai des solutions radicales. Moins de télévision, moins d'Internet et moins de iPod. Oui? Plus de réconciliation avec le texte, le livre. Moi, je suis désolé, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont l'impression de ne pas avoir du temps, mais c'est le temps qu'ils ont à beaucoup le perdre. Je dis souvent ceci, souvent des gens ils viennent vers moi et me disent « Mais comment tu fais pour écrire tous ces livres, voyager autant ?» Et ce que j'ai dit à des gens à La Réunion, ou c'était ici, je ne sais plus où je l'ai dit, mais moi j'ai souvent envie de demander aux gens, mais comment vous faites pour avoir autant de temps et ne rien faire du temps que vous avez? Parce qu'il y en a qui passent leur temps, on ne sait pas ce qu'ils font. On écoute de la musique, je veux dire, attention, je veux dire que la musique ne soit pas haram, c'est certains savants, c'est une chose, à la condition que ce ne soit pas une perte de temps dans laquelle vous ne faites rien. Parce qu'il y en a qui sont devenus des vrais zombies. C'est-à-dire, ils ont les trucs dans les oreilles, ils sont... Alors, c'est vraiment la totale. La musique dans les oreilles, le jeu sur leur téléphone, et on joue, et on est dans un autre monde. Et après on dit oui, la culture générale difficile. Non, pas difficile. Comme ça, impossible. Donc il faut se prendre en main. La culture générale, c'est d'avoir une discipline avec son temps, un peu de discipline, c'est-à-dire étudier pour l'école, étudier pour l'université, puis ensuite se faire un choix de livres qu'on sait qu'on doit lire, qui soit ouvert sur les autres choses, s'intéresser un tout petit peu à d'autres choses, la lecture. Et puis, vous avez aujourd'hui, mais vous avez des sources d'informations sur Internet qui peuvent vous apporter. Moi, j'utilise beaucoup Internet, mais pas pour les mêmes raisons. Là, vous allez chercher des sources d'informations. Il y a énormément de sources d'informations que vous pouvez avoir, et donc il faut aller les chercher. Et puis, vous avez aujourd'hui même des documentaires que vous pouvez trouver qui sont extrêmement intéressants et qui vous forment. Ça, c'est le choix. Donc, la culture générale demande du temps, mais du temps, vous en avez si vous savez vous organiser. Encore une fois, si vous passez des soirées à écouter de la musique, à regarder la télévision, à vous coucher à la moitié de la nuit pour vous réveiller à la moitié du jour, vous avez passé la matinée à ne rien faire. D'accord. À quoi bon l'éducation académique dans le cadre islamique? À quel point est-ce que l'islam est en faveur de l'éducation académique? Mais à tous les points. L'éducation académique, c'est une nécessité de l'expertise, de la formation. Donc, c'est une nécessité. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si vous lisez un livre qui s'appelle « Le soleil d'Allah brille sur l'Occident », il est même mis en évidence que les premières institutions académiques sont en fait conceptualisées par la tradition musulmane, par des sociétés majoritairement musulmanes et par les savants. Donc, au contraire, il faut célébrer l'académique et pousser, mais avec, j'espère, la compréhension des finalités. Vous avez bien compris ce que je veux dire quand je dis finalité. Les finalités, c'est toujours se poser la question de savoir pourquoi l'on fait ce que l'on fait et qu'est-ce que l'on va faire avec ce que l'on a appris. C'est-à-dire, est-ce qu'on va participer d'un système financier et puis le reproduire? Est-ce qu'on va finalement participer d'un système discriminant et le reproduire? On se pose la question de ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Rapidement.
Comment faire pour gérer une classe d'élèves à l'esprit créatif tout en poursuivant le curriculum? Ça, c'est une excellente question parce qu'on a, comme prof, on a souvent la pression du curriculum. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Là aussi, il faut à un moment donné réussir à trouver un rythme qui permette de quand même accomplir ce que l'on a à faire et trouver des petites fenêtres d'opportunité. On fait des choses un tout petit peu plus créatives. Ça peut être de la littérature, ça peut être une visite à l'extérieur. Moi, j'étais prof de français et on avait un curriculum, on devait lire des livres, pour préparer l'université, ils devaient en fait lire pour leur examen du baccalauréat, ils devaient lire 24 ouvrages qui étaient sur 2 années, donc, ou 12, non, c'était 12, où ils devaient les lire sur 12 années, et ils devaient se préparer pour l'examen de maturité. Eh bien, dans ce cadre-là, je faisais en sorte de pouvoir avoir... en fait, ils devaient préparer 12 pour l'examen, on en lisait 20, donc je les poussais à la lecture, mais à côté de ceci, je poussais mes élèves à écrire, et on a fait 3 livres. Les 3 dernières années de mon enseignement dans une institution secondaire, on a fait un livre sur les personnes âgées, on a fait un livre sur les personnes marginalisées, ils faisaient des livres, c'est-à-dire ils écrivaient des textes, et là vous êtes dans le créatif, vous êtes dans autre chose, vous n'êtes pas... C'est pas écrire et bien écrire, c'est écrire avec une utilité sociale. Dire à la société, c'était à Genève, qu'il y a des pauvres personnes qui sont du 3e âge et qu'on est en train de laisser mourir. On a fait un texte qui s'appelait Le sablier fendu sur ces réalités-là, sur En rouge dans la marche. C'est comment l'école peut discriminer et faire sortir des étudiants. On a fait un livre là-dessus, sur un point commun, la différence, un livre sur la différence et la diversité. Donc vous utilisez le temps pour essayer de... Parce qu'il y a une chose qui est importante. Je me souviens, le maire qui avait financé le premier livre avait dit « Mais comment vous avez fait pour faire ceci ?» Parce que c'est surprenant. En fait, les élèves et les étudiants nous surprennent peu parce que souvent nous ne leur donnons pas la possibilité de nous surprendre. Et quand ils sont intéressés par quelque chose, ils font des choses extraordinaires. Moi j'ai vu des textes qui m'ont été proposés extraordinaires, mais parce qu'on a juste ouvert une fenêtre, on dit vas-y, fais quelque chose de ça, sois créatif. Et on a fait des livres qui ont été publiés, offerts à toutes les personnes âgées de la ville de Genève. On trouvait des moyens, donc il y a toujours des moyens à faire. Ici vous avez des possibilités de le faire également. Ne dites pas que vous ne pouvez pas, c'est souvent parce qu'on ne cherche pas, on n'est pas créatif nous-mêmes en tant qu'enseignants ou pas suffisamment. Et c'est un équilibre avec le curriculum, bien sûr. J'essaye de prendre les questions qui sont liées. Combien de temps j'ai encore? Non, une dernière question. Alors, je vais prendre cette dernière question. Je suis désolé, j'en ai censuré plein, mais c'est une censure à cause du temps qui nous reste. Je vais en prendre 2. Quels sont les conseils pour mieux aider les élèves qui ont des problèmes, tels que des problèmes familiaux, pour mieux travailler dans leurs études? Ça, c'est une question qui est importante, et je vais vous dire une chose. Moi, j'avais un élève, il y a longtemps de cela, je ne l'oublierai jamais parce que c'est un élève qui a eu énormément de problèmes et à un moment donné, on s'est aperçu, enfin, il m'a révélé qu'il n'avait pas le temps de faire ses devoirs, qu'il n'y avait aucune disponibilité à la maison, que ses parents étaient extrêmement violents et qu'il buvait beaucoup. Et qu'il faisait, en fait, pour trouver un peu de temps de calme, il faisait ses devoirs dans les toilettes, sur la couverture des toilettes, et qu'il faisait ses devoirs comme ceci. Et que ce n'était pas possible, c'est-à-dire qu'en fait, c'était couru d'avance, il allait échouer. Et il était en train d'échouer. Et à partir d'un certain moment, quand on se rend compte qu'il y a ces problèmes, la première des choses, c'est identifier les problèmes. Il y a des élèves et des étudiants aussi qui nous montrent comme ceci qu'il y a des signes que quelque chose ne va pas bien, qu'il peut y avoir un déséquilibre psychologique ou affectif. Le premier soutien qu'on a par rapport à un étudiant ou par rapport à un élève, c'est la communication, c'est de l'écouter, c'est de montrer qu'on est attentif à quelque chose qui ne va pas. Cette ouverture du cœur, cette ouverture de l'enseignant.
il faut toujours se rappeler d'une chose, qu'on soit à l'université, ou qu'on soit dans le système secondaire, ou qu'on soit en primaire, enseigner, c'est toujours enseigner avec l'intelligence et le cœur. On n'enseigne pas simplement avec l'intelligence, on enseigne avec le cœur, on enseigne avec... Et dès que l'élève peut voir qu'il y a de ce point de vue-là une porte qui s'ouvre du cœur, eh ben, ça peut le réconforter. Puis ensuite, il faut développer les solidarités scolaires. Et c'est là où votre système est problématique, parce que très vite, vous êtes engagé dans être seul à réussir et réussir seul. Donc, mon examen, mes études, la solidarité académique, la solidarité scolaire, elle n'est pas là. Par exemple, il y en a certains d'entre vous qui sont aujourd'hui des étudiants, ils sont en train de réussir scolairement. Combien de temps vous donnez, au-delà de vos études, pour aider ceux qui, par exemple, dans ce pays, ici, sur cette île, ont des problèmes pour pouvoir avoir accès aux études? Il y en a qui ne donnent rien. Il y en a qui ne donnent même pas 1 heure, même pas 2 heures. Moi, je vois dans des sociétés encore plus pauvres que les vôtres, on a des étudiants, ils réussissent leurs études et en même temps, ils donnent 1 heure, 2 heures pour des cours à des personnes qui n'ont pas les possibilités. Donc, qui aident des gens qui sont en difficulté. La solidarité scolaire est importante. Et puis, systématiquement, donner la possibilité à certains jeunes qui ont des problèmes, d'abord de pouvoir parler, de pouvoir avoir un espace où ils peuvent parfois faire leurs devoirs. Ça demande de l'attention et ça demande, encore une fois, de la créativité dans la solidarité scolaire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on doit développer. Mais moi, j'aimerais dire aussi à certains d'entre vous qui sont étudiants ici, dans cette université, vous n'êtes pas les meilleurs des étudiants si la seule chose qui compte, c'est pour vous d'avoir votre diplôme à la fin, votre degree ou votre master's à la fin. C'est pas ça, c'est aussi qu'est-ce que vous donnez en termes de solidarité à votre société. Et la solidarité, elle n'est pas que financière, c'est une solidarité intellectuelle. Il y a 1000 solidarités. 1000 solidarités. Je pense qu'il y a des solidarités qui sont des solidarités intellectuelles dans le sens de comment vous faites pour pouvoir donner ce que vous avez en matière de connaissances, soutenir les gens qui essaient d'apprendre une langue, d'apprendre les mathématiques. Je veux dire, je suis allé l'autre jour visiter, comme je le fais chaque fois que je suis là, SOS Pauvreté. Le lendemain, on était avec le centre Goumani qui s'occupe des personnes qui sont dans la drogue ou qui finissent dans la marginalité sociale. Là, il y a plein de personnes dans SOS Pauvreté où ils pourraient avoir besoin d'un soutien, d'une solidarité intellectuelle de jeunes étudiants qui aident. Mais où ils sont ces étudiants? Ils veulent réussir tout seuls. Ils réussissent tout seuls. Mais le souci de la pauvreté, le souci éthique de l'autre, de celui qu'on... Il y en a plein d'entre vous qui pourraient faire... Moi, je ne sais pas, je veux dire, je me souviens d'un élève, mais je n'oublierai jamais. La dignité du fait que j'ai été prof, pour moi, c'est à un moment donné de me souvenir d'un de ces élèves que j'ai eu, qui était laissé pour compte, complètement marginalisé, pauvre, qui se faisait taper, et tout à coup, vous avez pu l'accompagner, vous l'avez soutenu et vous avez été solidaire de son parcours, et puis maintenant, il a un travail, il est autonome, mais ça, c'est toute la dignité d'une vie, ça. Ça vaut 1000 fois le fait d'être prof ou d'avoir un master ou un PhD. 1000 fois, dans votre conscience, c'est tellement plus noble de se dire, il y a quelqu'un que vous avez accompagné à être autonome. Mais après, il faut le vouloir. Et là, il y a plein d'étudiants parmi vous, ils sont uniquement étudiants, quoi. Ils sont étudiants comme certains sont fonctionnaires. Oui, ça commence à 8 heures, ça finit à 4 heures, tu ne me demandes pas plus. Et à la fin du mois, je veux mon salaire. Oui. Être étudiant comme on est fonctionnaire, c'est pas être étudiant. C'est être un étudiant amputé. Quelque chose qui manque. Et je termine sur cette question. Pour une démocratie, pour être un agent de changement dans la société, on a besoin de la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez qu'il faut mettre une certaine limite à cette liberté d'expression? Si oui, alors où la situez-vous et pour qu'elle ne heurte pas la sensibilité d'autrui dans une société multiculturelle? Oui, il faut qu'il y ait une liberté d'expression pour être un acteur de changement. C'est ce que je disais quand je parlais de courage, il faut pouvoir dire ce que l'on pense. Maintenant, bien sûr qu'il y a des limites à la liberté d'expression. Les insultes racistes, les insultes sur l'origine, sur la religion, on évite parce qu'il ne s'agit pas
tout ce qui est légal n'est pas forcément bon. On ne va pas heurter la sensibilité des gens uniquement pour insulter, donc on évite ceci. Par rapport aux politiques, eh ben, on se donne la possibilité de pouvoir dire les choses. On mesure aussi dans la société les sensibilités. Donc la liberté, c'est une condition importante. L'intelligence de sa liberté est aussi une chose importante. Et avoir l'intelligence de sa liberté, qu'est-ce que notre liberté implique de ce point de vue-là? Avant de repasser la parole à Haider pour qu'il vous donne les derniers mots de cette rencontre, j'aimerais beaucoup vous remercier d'avoir été aussi nombreux à cette séance de cet après-midi. C'est toujours un plaisir de venir dans cette université, de vous rencontrer. Et j'espère qu'au fil de cette heure de discussion et d'échange, eh ben, 1, 2, 3, 4, 5 parmi vous sauront en faire bon usage, si ce n'est pas plus. Mais en tout cas, c'était gratuit. Merci, professeur. Chers amis, malheureusement, on est arrivé à la fin et on n'a pas pu prendre toutes vos questions. Et au nom de la Campus Culture Society, je tiens à remercier le comité d'accueil du professeur Tariq Ramadan, l'administration de l'Université de Maurice, ainsi que la Student Union pour tout leur support afin que cette conférence soit un succès. Je tiens encore une fois à remercier notre invité et sa famille pour avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Vivement votre prochaine visite à Maurice et surtout ici à l'Université de Maurice où vous serez toujours la bienvenue. Et quant à vous, cher public, je vous remercie infiniment pour votre présence et je vous dis à la prochaine si Dieu le veut.